l'Université de Novi Sad. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir parmi nous son Excellence, ambassadeur de la République française, ici en Serbie. Cela fait presque un an aujourd'hui que vous étiez ici. C'est ça. Jour pour jour, pratiquement. Presque. C'était le 14 mai, je pense. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes le 17. La dernière fois, nous avons parlé de l'Europe que nous rêvons, cherchons. Quelle Europe voulons-nous? Et aujourd'hui, ce sera toujours la question de l'Europe, de la France et de la Serbie, à un angle un petit peu différent. Quel est le rôle de la diplomatie dans les relations serbo-françaises, serbo-européennes? C'est à peu près ça. C'est ça. Voilà. Et je vous donne la parole. Merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être à nouveau avec vous. En effet, merci à Madame la doyenne, à Monsieur Sekirouche de cette invitation. Alors, en effet, enfin, mon intention, comme je le leur disais à l'instant, c'est avant tout d'avoir un échange avec vous sur les sujets qui vous intéressent et auxquels je serais susceptible de répondre. Par exemple, la situation en France, les relations entre la France et la Serbie. Mais voilà, je vais peut-être faire une courte introduction au cours de laquelle je vous donnerai un peu un point de situation sur les relations que nous avons avec la Serbie dans la perspective de son adhésion à l'Union européenne. J'en profiterai aussi pour vous parler, si ça vous intéresse un peu, au fond, du rôle des diplomates, qui n'est jamais très facile à appréhender, pour vous dire, dans ce contexte, dans ce paysage-là, à quoi sert au fond un ambassadeur, un diplomate, s'il sert à quelque chose. Voilà. Donc je vais faire cette introduction brève, mais encore une fois, je compte plutôt sur notre discussion qui va suivre. Alors je commencerai par vous dire, et c'est le premier point, qu'il y a eu dans nos relations avec la Serbie, dans cette perspective européenne, 3 changements importants, 3 évolutions importantes dont il faut tenir compte. Alors la première, c'est que la France se réengage dans les Balkans et veut être plus présente dans cette région, et notamment en Serbie. Nous y avons été présents dans le passé. Je ne reviens pas sur l'histoire très longue, et notamment sur le premier conflit mondial où nous étions engagés aux côtés de la Serbie, mais cette présence a connu des hauts et des bas. Un des hauts, malheureusement, ça a été aussi les années 90, au moment de l'éclatement de la Yougoslavie, où la France a participé aux efforts diplomatiques, militaires, pour essayer d'éviter les conflits et leurs conséquences sur les populations. Après cette période, il y a eu une sorte de retrait, parce qu'en France, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a eu une forme de fatigue, de lassitude, de sentiment que ce que nous avions fait dans les Balkans n'avait pas produit tous les effets escomptés. Et puis il y a eu, depuis une période plus récente, un réengagement de notre part. Pourquoi? Parce qu'on estime que cette région, la Serbie, les pays voisinants, sont stratégiques pour nos intérêts, pour l'avenir du continent européen. Alors, je pourrais revenir, si vous le voulez, sur les formes que prend ce réengagement, mais c'est à la fois plus de contacts politiques, le renforcement des moyens de l'ambassade, où il y a plus de monde pour travailler, pour avoir plus de contacts avec les sociétés civiles, plus d'incitation aussi à nos entreprises pour venir ici, plus de soutien, même s'il est... on peut toujours considérer qu'il pourrait être plus fort, plus de soutien aux échanges culturels, à l'enseignement du français, bien sûr, etc. C'est ça, ce réengagement. Ça, c'est le premier point important que je crois qu'il faut avoir en tête. Le deuxième point, c'est que
la France a toujours eu une certaine idée de ce que devait être l'Union européenne. Là aussi, les choses ont évolué, mais si on veut résumer cette position française qui est originale, c'est que on souhaite une Europe qui soit puissante, qui soit souveraine et indépendante. Donc, cet élément-là, qui n'est pas partagé forcément par tous les États membres de l'Union européenne, qui voient plutôt l'Union européenne comme un grand marché, c'était notamment le cas de la Grande-Bretagne avant qu'elle sorte de l'Union européenne, mais je dirais qu'il y a des degrés dans cette volonté d'affirmation de l'Europe comme un acteur international capable d'avoir ses propres priorités, ses propres intérêts et de les défendre. Et la France est certainement le pays qui, en tout cas, s'exprime le plus clairement sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que cette Union européenne-là veut faire la guerre au monde entier, au contraire, elle veut la paix, bien sûr, elle veut le multilatéralisme, mais elle ne veut pas dépendre d'autres puissances pour défendre ses intérêts. Elle a des alliés, bien sûr les États-Unis, elle a des partenaires, mais elle veut être indépendante. C'est la raison pour laquelle il y a eu une petite incompréhension, malentendue, sur la question de savoir si la France était favorable à l'élargissement de l'Union européenne. Et c'est vrai que nous avons souvent dit que oui, nous sommes favorables à l'élargissement, mais il ne faut pas que cet élargissement affaiblisse l'Union européenne et l'empêche d'être capable de prendre des décisions de façon efficace lorsqu'il faut en prendre. Parce que malheureusement, on est dans un monde où il faut prendre des décisions vite. Quand on était 6, les décisions se prenaient vite. Quand on était 9, se prenait un peu moins vite, mais ça allait. 15, aujourd'hui 27, c'est très compliqué. On y arrive quand il le faut, par exemple, au moment du Covid, l'Europe, malgré tout, a pris des décisions rapides et efficaces. Elle a su répondre à la pandémie en mettant en commun des moyens, donc ça c'est bien. Mais quand même, les processus de décision sont difficiles parce qu'aussi beaucoup de décisions se prennent à l'unanimité. Donc nous aussi, nous voulons réformer cette Union européenne, notamment les processus de décision, pour que les décisions se prennent plus vite. Alors l'élargissement, nous ne sommes pas contre, nous n'avons pas été contre, mais nous avons dit, attention, oui, d'accord pour être 33, peut-être 36 pays à un moment donné, mais à condition que tout cela fonctionne bien. Alors, ce souci d'équilibre, donc d'élargir, d'accord, mais en maintenant l'efficacité, et en ayant une Europe capable d'être souveraine, il a évolué. Et dès les 2020-2021, le président de la République, Macron, a dit que l'élargissement, notamment vers les Balkans occidentaux, était une priorité et que ça devait se faire vite. Bien sûr, il fallait en même temps réformer l'Union européenne, mais il ne fallait pas retarder ce processus d'élargissement. C'est pas toujours comme ça que notre position avait été perçue dans le passé, mais elle a été maintenant clairement exposée. Voilà. Dernier point de cette première partie, c'est l'agression russe contre l'Ukraine, qui en fait bouleverse beaucoup de ces paramètres. Ça rend d'autant plus nécessaire, de notre point de vue, une Europe souveraine, et souveraine aussi dans le domaine de la sécurité militaire, capable de produire des armements, de coopérer dans le domaine militaire pour assurer seule, s'il le faut, sa sécurité. Et la guerre en Ukraine a bien sûr fait comprendre à tous les pays européens que c'était une urgence. Donc ça, c'est d'une certaine façon un progrès. Après, il y a bien sûr un débat sur le degré d'autonomie que nous devons avoir, parce que l'autonomie a un coût, elle a un prix. Produire soi-même ses armes, c'est parfois, souvent plus cher que de les acheter à l'extérieur, mais
c'est un gage d'indépendance. L'autre changement majeur, c'est que nous avons 2 pays, bientôt 3, qui à nouveau souhaitent, et le souhaitent très fortement, rentrer dans l'Union européenne. L'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Et pour les 2 premiers, on leur a reconnu ce statut de candidat à l'Union européenne. Donc ça veut dire que, en plus des 6 pays balkans occidentaux, on en rajoute 3. Donc on est à 9 pays supplémentaires, c'est-à-dire on passera à un moment donné de 27 à 36 membres. Et le troisième changement important que cette guerre en Ukraine a introduit, et qui est, je crois, positif du point de vue des Balkans, en tout cas de l'élargissement vers les Balkans, c'est que cet élargissement ne doit pas simplement être rendu compatible avec une Europe souveraine et avec une réforme de l'Union européenne, c'est qu'il est même nécessaire pour que l'Europe soit souveraine. Parce que les Balkans sont entourés, comme vous le savez, de pays membres de l'Union européenne, et que s'ils restent en dehors de l'Union, ce sera un point qui va stratégiquement affaiblir l'Union européenne, parce qu'on aura cette espèce au milieu d'espace instable potentiellement dans l'espace de l'Union européenne. Donc voilà, je m'en tiens là pour ces 3 changements importants à avoir à l'esprit. Et là, deuxième point, je parle d'un autre sujet qui est au fond, en général, à quoi servent les diplomates, quel est leur travail. Et après, je vous dirai en quoi ce travail est utile justement lorsqu'on parle des relations entre la France, la Serbie et l'Union européenne. Donc pour résumer et simplifier à l'extrême peut-être, mais encore une fois on pourra y revenir, ce qu'est le travail d'un diplomate, c'est 2 choses principales: informer et représenter. Informer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le travail d'une ambassade comme l'ambassade de France ici à Belgrade, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ce pays, des déclarations officielles, des réactions de la population, des commentaires des journaux, de l'état de la société civile, bien sûr des informations qui peuvent lui être données par des canaux plus privés, comme par exemple un entretien avec un ministre ou avec un directeur d'administration, et de faire la synthèse de tout ça pour informer notre capitale, en l'occurrence Paris, les autorités françaises, des grandes tendances que connaît ce pays et de la mesure dans laquelle ces tendances, ces évolutions nous concernent. Est-ce que, pour prendre une grande idée qui est bien sûr au cœur de nos préoccupations, est-ce que la Serbie se rapproche de l'Union européenne, des normes européennes, des standards européens ou pas? Donc, c'est typique. Donc là, nous devons analyser, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en contact nous essayons d'être en contact avec le plus de monde possible pour comprendre et avoir une analyse. Alors cette analyse, elle n'est pas différente nécessairement de celle que font les journalistes ou les experts académiques, mais elle s'alimente à des sources qui sont différentes, et donc elle est forcément, je dirais, particulière. Et puis, c'est pas une analyse abstraite, c'est une analyse de ce qui se passe au regard de nos intérêts. Est-ce que la France a intérêt à ce que la Serbie se rapproche de l'Union européenne? Et oui, et si oui, sur quels critères? Donc on regarde ça et on essaye d'informer Paris. Donc ça, c'est le premier travail, informer Paris. Et il faut bien vous dire que, mais vous le savez, aussi informés que soient nos autorités par les journaux, etc., la Serbie, c'est loin pour la France, malgré tout. Et donc, on a parfois du mal à lire à Paris ce qui s'y passe quand il y a des protestations, des manifestations, comme c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? À Paris, on n'a pas la réponse. Nous n'avons pas forcément une réponse définitive, mais on a quand même une lecture qui nous permet de donner des éléments de compréhension.
Première grande fonction. Deuxième fonction, représenter, c'est au fond la réciproque, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand je dis représenter, c'est pas seulement être dans la représentation, comme on dit en français, c'est-à-dire les réceptions, les activités d'une ambassade, mais aussi représenter, expliquer aux autorités ici, mais aussi aux journalistes, à la société civile, ce que pense la France, quelles sont ses positions sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc, et c'est donc forcément un dialogue dans lequel on part de deux positions différentes, j'y reviendrai avec quelques exemples, pour vous dire par exemple sur la guerre en Ukraine, je prends cet exemple tout de suite, nous expliquons et nous essayons de faire partager par les autorités serbes, par la population serbe, notre interprétation de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que veut dire cette guerre pour nous, Européens? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut accepter? Est-ce que c'est au contraire une violation du droit international? Quelle réaction ça doit susciter? Donc c'est ça représenter. Et j'ajoute, pour terminer, un élément important de ce qu'est le travail d'un diplomate français aujourd'hui. La France est dans l'Union européenne. L'Union européenne a des compétences en matière de politique étrangère et de sécurité. Donc, nous défendons bien sûr les positions françaises en tant qu'ambassade, mais nous sommes aussi, je dirais, en interaction avec les positions européennes, qui sont les nôtres. Donc, nous travaillons sans cesse, aussi bien à Paris, le ministère des Affaires étrangères travaille en coordination avec les autres pays membres et avec les positions qui sont arrêtées à Bruxelles, positions communes. Et ici, en Serbie, l'ambassade de France, elle met en œuvre aussi des positions européennes communes. Et elle s'y tient. Hein, donc, voilà. Donc je m'arrête là, c'était le deuxième point sur à quoi sert un diplomate aujourd'hui. Et je vais essayer de vous montrer sur les sujets que j'ai évoqués, l'adhésion, la perspective d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne, la guerre en Ukraine, mais aussi le sujet du Kosovo, comment un diplomate travaille, ce qu'il essaye de faire à travers ses fonctions d'information et de représentation. Premier sujet, l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne à travers un prisme qui est celui des réformes qui sont demandées à la Serbie pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. Ces réformes, elles touchent à beaucoup de domaines, mais il y a un domaine sur lequel je veux m'attarder, c'est celui de l'état de droit, hein, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, le respect des règles démocratiques, le respect des libertés publiques, et notamment le respect de la liberté des médias. Voilà, donc ça, c'est un peu tout ce qui est attendu dans le domaine de l'état de droit de la Serbie, avancer vers des critères, des normes européennes dans ces sujets-là. Donc le travail d'un diplomate français ici en Serbie, c'est d'abord de dire à Paris où est-ce qu'on en est. Quelle est la situation en Serbie en matière de liberté publique? Est-ce que c'est une démocratie qui fonctionne? Est-ce que le Parlement fonctionne? Est-ce que la justice est indépendante? Est-ce qu'il y a un pluralisme médiatique? Donc nous avons des analyses, nous ne sommes pas les seuls à faire ces analyses, mais nous avons un jugement politique sur cette situation que nous transmettons à Paris. Et lorsqu'il y a une réforme, comme la réforme en cours de la justice, nous disons points positifs, points négatifs, points sur lesquels il faut encore progresser. Je dirais qu'à l'inverse, ça c'est la fonction d'information. Nous devons aussi expliquer à nos interlocuteurs serbes ce qui est attendu et comment, quel type de réformes sont attendues. Et là, je prendrai un exemple un peu technique, mais je pense qu'il est intéressant. La France a, concernant le processus d'adhésion à l'Union européenne, obtenu de la part des autres pays membres de l'Union européenne que soit adoptée ce qu'on appelle une nouvelle méthodologie. C'est-à-dire qu'avant, le processus d'adhésion se faisait selon un certain nombre de critères. Il fallait cocher des cases, en quelque sorte. Ça ne nous paraissait pas satisfaisant parce que c'était trop technique et ça ne rendait pas compte des véritables progrès des pays candidats vers les standards européens.
Donc il y a eu cette nouvelle méthodologie. Pour donner un exemple, avant, quand on avait fait une réforme, par exemple la réforme de la justice, si on avait coché la case réforme, c'était terminé, on n'en parlait plus. Ce que nous avons demandé, c'est que même si la case est cochée, même si la réforme est faite, il faut s'assurer qu'elle est bien mise en œuvre, que la justice est vraiment indépendante, parce que quand il y a une réforme, il y a un texte, mais il y a aussi la pratique de la mise en œuvre. Donc, voilà. Donc nous expliquons aux autorités serbes ce qu'est cette nouvelle méthodologie. Elle est d'ailleurs maintenant acceptée. Mais... Et puis, dernier élément sur ce sujet de l'adhésion à l'Union européenne, le travail d'un diplomate, c'est aussi de faire des propositions. Donc c'est ce qu'on appelle l'adhésion par étapes, stage accession en anglais, qui est une idée qui est pas pour l'instant établie, mais qui est en discussion à Bruxelles et en France, et qui peut permettre, mais peut-être là c'est à vous de dire si ça serait quelque chose qui vous paraît de nature à rendre plus attractif l'Union européenne, et voilà. Ça c'était le premier point, donc ce qu'un diplomate peut faire sur la question de l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Deuxième sujet, la guerre en Ukraine. Informer Paris sur ce qui se passe en Serbie, parce que c'est très surprenant. Quelqu'un qui est à Paris ne comprend pas qu'on puisse vendre dans les rues de Belgrade des t-shirts à la gloire de Vladimir Poutine. Donc ils disent qu'est-ce qui se passe en Serbie. Donc notre travail c'est d'informer, c'est de dire, c'est pas de justifier, c'est d'informer, de dire bah, écoutez la Serbie c'est particulier, il y a une relation historique avec la Russie, une sympathie entre les peuples, pour toutes sortes de raisons qu'on peut expliquer, qu'on peut discuter aussi d'ailleurs. Et il y a aussi, et c'est beaucoup plus compliqué bien sûr, la mémoire de ce que la Serbie a vécu, par exemple les sanctions qu'elle a subies, qui fait qu'elle ne veut pas sanctionner la Russie. Donc c'est ce travail d'explication que nous faisons, parce que sinon, si on en reste à l'incompréhension initiale, on ne peut pas avancer. On ne sait pas sur quoi il faut travailler. L'autre volet du travail du diplomate sur la guerre en Ukraine, c'est d'expliquer aux autorités serbes, cette fois, que... J'espère que ça va du point de vue... Dites-moi s'il y a un problème de compréhension ou si je parle trop vite. Non, ça va. Donc l'autre volet, c'est bien sûr d'expliquer aux autorités serbes pourquoi nous estimons qu'il est essentiel que la Serbie soit à nos côtés pour soutenir l'Ukraine et mettre un terme à l'agression russe. Donc ça, c'est un travail d'explication que je fais, que nous faisons à l'ambassade en faisant de la communication, bien sûr en rencontrant les officiels serbes, en parlant à la société civile, pour voilà, leur dire, c'est pas simplement, entre guillemets, l'Occident, comme on dit parfois ici, qui est en guerre, qui est menacé par la guerre russe contre l'Ukraine, c'est vous aussi qui êtes menacé par la remise en cause d'un ordre mondial dans lequel il y avait un certain nombre de principes qui étaient respectés, en tout cas en principe, voilà, qui devaient être respectés. Au-delà même, ce que nous disons, c'est voilà, il y a deux modèles de société. Un modèle de société qui est celui des États autoritaires, comme la Russie, comme la Chine. Il y a un autre modèle de société qui est le modèle européen, qui a ses défauts, mais qui est quand même très différent. Ce qui se joue ici en Ukraine, c'est aussi le conflit de deux modèles de société. Donc, il est important que vous disiez le modèle auquel vous souhaitez adhérer. Et je termine en disant, toujours sur cette guerre en Ukraine, qu'il faut aussi que nous expliquions, et là ça rejoint ce que je vous disais sur la diplomatie française et la diplomatie européenne, nous sommes bien sûr pleinement en accord avec ce que fait l'Union européenne en soutenant l'Ukraine, en essayant de mettre un terme à cette guerre, mais nous avons aussi une diplomatie particulière. Vous avez vu peut-être
les positions qu'a pris le président Macron sur cette guerre. Depuis le début, il a souhaité maintenir un dialogue quand c'était possible. Ça n'est aujourd'hui plus possible. En tout cas, il n'y a pas eu d'échange avec le président Poutine depuis de nombreux mois. Mais néanmoins, notre objectif, c'est d'aller vers la paix et donc de mettre un terme le plus vite possible à cette guerre. Donc on a aussi une voix particulière que nous exprimons sur ce sujet. Dernier point sensible, je le sais, d'ailleurs, la dernière fois nous en avions parlé, mais que je trouve toujours intéressant d'aborder parce que, bien sûr, il y a des enjeux majeurs, c'est celui du Kosovo, pour vous donner un exemple. Je rappelle simplement que la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo est une condition depuis le début pour l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne. Parfois, on a l'impression, en lisant la presse, que ça y est, on a mis une nouvelle condition encore pour que la Serbie entre dans l'Union européenne. Elle est depuis le début présente, c'est le chapitre 35, et que donc, simplement, il se trouve que nous estimons qu'il faut aller plus vite vers cette normalisation maintenant, parce que nous voulons que la Serbie rentre plus vite dans l'Union européenne. Voilà, donc c'est là un sujet sensible. Donc là aussi, nous expliquons à Paris, et à Paris c'est difficile à imaginer. Je vous rappelle que la France a reconnu l'indépendance du Kosovo depuis 2008, donc depuis de nombreuses années. Pour caricaturer, en France, les gens se disent, bon, ben, le Kosovo est maintenant indépendant. Bien sûr, la Serbie n'est pas satisfaite de cette indépendance, mais c'est maintenant un fait acquis. Et donc, comment se fait-il que la Serbie ne soit pas plus pragmatique? Voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer quelqu'un qui ne connaît pas trop la situation en Serbie. Donc notre travail, c'est de dire, attendez, c'est plus compliqué que ça. Le Kosovo, c'est pas simplement un bout de territoire auquel la Serbie devrait plutôt renoncer, parce qu'au fond, pourquoi s'acharner? C'est aussi un élément symbolique de l'histoire de la Serbie, un ancrage historique, le berceau, si l'on veut, de la civilisation et de la culture serbe, dans la dimension religieuse aussi. Donc voilà, c'est un travail d'explication à Paris des raisons pour lesquelles ce sujet est aussi sensible. À l'inverse, vis-à-vis des autorités serbes, qui peuvent avoir tendance à avoir une lecture, je dirais, simplificatrice aussi de ce qui s'est passé en 1999. Je pense en particulier aux commémorations des bombardements de l'OTAN qui ont eu lieu c'était en février donc, de 1999. Si on lit la presse ici en Serbie, on a l'impression que l'OTAN a brutalement décidé d'attaquer la Serbie, de bombarder Belgrade, Novi Sad, sans aucune raison, et que c'est une agression qui doit être condamnée. Alors, c'est une position qu'on peut défendre du point de vue juridique, mais le travail d'un diplomate, c'est aussi, quand on lui présente cette version, de dire « Vous oubliez peut-être que pendant les 10 années qui ont précédé ce bombardement, il y a eu toute une série d'actions, toute une politique mise en œuvre par le gouvernement serbe de l'époque, enfin, en tout cas, serbo-monténégrin, etc., Milosevic, qui a commis des agressions, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, qui ont fait que cette réaction, que l'on peut juger excessive, tout ce qu'on veut, mais cette réaction, elle n'est pas venue de nulle part. Donc, c'est ça le travail d'un diplomate, d'expliquer aussi une mise en perspective pour que les simplifications qui sont toujours dangereuses et abusives n'aient pas cours. Voilà, alors, et pour terminer, le travail d'un diplomate, c'est aussi de faire des propositions. La position de l'Union européenne est aujourd'hui, quelle que soit, je dirais, cette lecture du passé sur le Kosovo, de favoriser le dialogue pour arriver à la normalisation. Dans le cadre de ce dialogue, nous essayons de proposer des solutions techniques
pour que chaque côté, Belgrade, Pristina, trouve son intérêt, plutôt qu'à créer des tensions ou à les alimenter, trouve son intérêt dans un compromis qui préserve les intérêts des populations, notamment locales. Donc là, on doit réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire, ce thème que vous connaissez peut-être de l'association des municipalités serbes, qui est une revendication des Serbes du nord du Kosovo de pouvoir en quelque sorte s'autogérer. Comment est-ce qu'on peut trouver des formules pour y parvenir? Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long ni trop ennuyeux, mais je vous laisse surtout la parole pour des questions sur ce que je vous ai dit, mais aussi pour des questions sur tout autre sujet qui vous intéresse. N'hésitez pas à sortir de ce cadre-là. Oui. Donc, merci. Voilà. Merci. Nous avons ici le micro Qui est branché. qui fonctionne. Oui. Le micro fonctionne maintenant. Celui qui veut poser des questions. Comment devenir diplomate en France? Est-ce que c'est vrai qu'il faut finir des écoles très compliquées, je pense d'abord que ça change complètement, ça change selon les pays européens. Et le système français, c'est un système dans lequel comment dirais-je, il y a un recrutement effectivement des diplomates comme des fonctionnaires. Être ambassadeur n'est pas une fonction politique. C'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, à peu près plus de la moitié des postes d'ambassadeurs sont occupés par des political appointees, comme on dit, donc des gens qui ont eu un engagement politique ou ont soutenu le président Biden, en l'occurrence, et qui sont nommés dans des postes. En France, ça n'est pas le cas. Bien sûr, c'est le président de la République qui nomme les ambassadeurs, donc il peut nommer qui il veut. Il peut nommer une personnalité politique s'il le veut, depuis toujours, et en tout cas sous la Ve République. Il y a eu quelques cas, il y a encore quelques cas, mais ça reste très très marginal. L'essentiel des diplomates et des ambassadeurs sont des gens qui ont fait, comme vous avez dit, des études très compliquées et qui soit ont fait ce qu'on appelait, ça n'existe plus malheureusement, je peux le dire, l'École nationale d'administration, qui était une école de la haute fonction publique française. Ça s'appelle maintenant l'Institut national du service public. Bon. Soit un concours très difficile d'entrée au Quai d'Orsay, qui s'appelle le concours d'Orient. C'est un joli nom, le concours d'Orient, parce que à l'époque, le ministère des Affaires étrangères recrutait des spécialistes de langues orientales. C'est toujours le cas, mais voilà, ça a été un peu élargi. Donc il y a ces deux voies, et donc on passe ces concours, et ensuite on gravit les échelons ou pas du ministère. Donc c'est un mode, je dirais, assez classique, mais avec des écoles qui sont en effet assez spécialisées pour la formation des fonctionnaires. Je vais revenir à la politique. Moi, je suis politique, moi. Assez souvent, on entend de la part des représentants de l'Allemagne, surtout du chancelier Scholz, il déclare de temps en temps l'élargissement le plus vite possible. L'Allemagne, il me semble, n'est pas toujours en accord avec l'idée française, d'abord les réformes et ensuite seulement l'élargissement. Je ne sais pas si on comprend bien les messages du chancelier, mais il paraît que l'Allemagne serait prête à aller plus vite que la France. Alors justement, ce que j'ai voulu dire, mais j'ai peut-être pas été assez clair, c'est que nous ne disons plus aujourd'hui que les réformes avant l'élargissement. En vérité, on ne l'a jamais dit. On a dit il faut des réformes et on veut l'élargissement. Mais maintenant, nous avons
comme le dit l'Allemagne, et sur ce point-là, on a des points de divergence avec l'Allemagne sur d'autres sujets, mais sur la question de l'élargissement, on est sur la même ligne, c'est-à-dire qu'on veut un élargissement rapide. Et c'est une des priorités, c'était une des priorités de la présidence française de l'Union européenne, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Et je dirais que sur la réforme, le dernier conseil franco-allemand qui a eu lieu, c'était au mois de janvier, je crois, l'Allemagne et la France ont toutes les deux soutenu l'idée d'une réforme des processus de décision pour que l'Union européenne puisse ne pas être handicapée par le fait d'être une union de 33, 36 États. Donc moi, je crois que sur ce sujet, il n'y a pas de divergence. Et encore une fois, sur l'élargissement, nous sommes maintenant très clairs. Il faut que ça se fasse vite. Il faut que ça se fasse vite, à condition, bien sûr, que les pays y mettent du leur, comme on dit en français, c'est-à-dire fassent des efforts. Ouais. Moi j'ai peut-être des questions à vous poser sur, justement sur l'image de la France, vous qui êtes étudiante ou étudiant de français, indépendamment de, effectivement, au-delà de l'aspect politique, quelle est pour vous l'image de la France en Serbie? Est-ce que c'est une image positive? Comment est-ce qu'est interprété ce qui s'y passe en ce moment, par exemple, dans le domaine où il y a des mouvements sociaux assez importants au cours des dernières années? La vie politique française aussi, est-ce que vous avez des informations suffisantes ou pas? Voilà. Je pense que tout... Oui, c'est bon. On idéalise chaque fois quand on pense la France, mais c'est le cas de ma génération. Mais ensuite, on a vécu pas mal. Vécu en France aussi. Mais on a vécu pas mal de choses ici. Ouais. Mais nos étudiants, je pense que la plupart de nos étudiants étudient le français parce qu'ils veulent passer un peu de temps en France. Ouais. Donc je suis surprise d'entendre ce silence qui parle ou qui ne parle pas. Peut-être que vous n'êtes pas encore capable de vous exprimer en français. C'est à cause de ça que je m'exprime en français parce que je n'ai jamais étudié le français. Donc je veux entendre les gens qui font des études ici. Mais vous pouvez, sous le contrôle de vos professeurs et avec leur accord, oui, vous pouvez aussi vous exprimer en serbe. Si vous voulez. Vous êtes... Donc, vous pouvez aussi parler en serbe, hein, bien sûr. Oui, oui, pour faire travailler. Moi, je sais qu'on a des étudiants qui ont déjà fait des échanges Erasmus et qui sont... voilà, un peu... donc moi, j'aimerais bien inviter Nicolina, en fait, à dire quelques mots, parce que, voilà, ça, c'est l'une des étudiantes qui a déjà fait des échanges Erasmus, qui était à l'université Paul Valéry Montpellier. D'accord. Et qui a toujours envie d'y revenir, voilà, pour sa profession future, etc., et qui travaille déjà bien sans français, voilà, et donc qui a pas mal de l'expérience via l'Institut français, via la faculté. Moi, je pense que je lui donne la parole, voilà. La pression est forte sur vous. Oui, qu'est-ce qu'ils font ici? Est-ce qu'ils font des études ici ou juste... Bonjour. Je pense que quand il s'agit de la situation politique, pour beaucoup de pays, on peut penser à c'est mieux là-bas ou c'est mieux là-bas. Et quand il s'agit de France, j'aimerais bien regarder ce pays comme dans un autre côté, disons. Oui. Et j'avais l'opportunité, j'avais la chance, disons, de passer un semestre à la faculté Paul Valéry à Montpellier. Et quand il s'agit de l'éducation et de cette vie universitaire, la France, vraiment, c'est un pays, pour moi, merveilleux. Même si, oui, toutes les conditions ne sont pas les meilleures, peut-être, mais ça se passe aussi dans les autres pays. Mais j'avais vraiment de la chance de connaître beaucoup de gens là-bas et les professeurs, et surtout aussi les matières qu'on n'a pas peut-être ici, comme sociolinguistique, ou les matières qui sont plutôt, disons, ouvertes dans les autres pays et dans certains autres contextes. Mais quand il s'agit de la vie là-bas, et je peux dire vraiment que j'aimerais bien passer au moins une partie de ma vie là-bas, ou passer au moins une partie
d'éducation, de peut-être master ou je sais pas, les études là-bas, parce que j'aime vraiment comment le système est fait, disons, et comment tous les, même si je dis, ce sont pas, toutes les conditions ne sont pas les meilleures peut-être, mais quand il s'agit de l'éducation, j'aime bien vraiment le système et j'apprécie ça qu'on a aussi notre faculté universitaire, qu'on a cette opportunité en fait de faire des échanges, pas seulement en Montpellier mais avec les autres villes, puisque ça donne vraiment, on n'a pas ici, oui on a les opportunités de parler avec les professeurs, on a aussi les lecteurs qui sont français natifs, mais pour moi par exemple cette expérience là-bas c'était première fois, pas première, mais j'ai vu vraiment mieux comment, au quel point en fait c'est important de se trouver dans ce milieu où tous les gens parlent cette langue. Donc, aussi ça c'était vraiment aussi important pour moi. Et je veux dire que aussi par exemple pour les autres étudiants, je peux recommander 100% un échange. Pas peut-être seulement en France, mais maintenant oui, pour moi et pour ceux qui étudient le français bien sûr. Mais je veux dire vraiment que quand il s'agit de l'éducation et de cette vie qui se, disons, tourne autour de l'éducation et de vie universitaire, j'apprécie beaucoup comment le système est fait et comment, en fait, combien d'opportunités on a de choisir là-bas quand il s'agit d'éducation, quand il s'agit de l'école, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aimerais bien. Merci. Moi, Oui, merci. Donc, le système... oui, ça touche mais on ne vit pas à l'école. Ça touche à un autre problème. Les pays les pays comme la Serbie, les Balkans, ça s'est passé en Bulgarie, en Roumanie, l'exodus qui suit après l'ouverture des frontières. Ou avant d'ailleurs. Ou avant d'ailleurs, qui a vu, je ne sais pas, la Roumanie qui a perdu entre 5 et 10% de la population. Mais c'est vrai aussi pour la Croatie par exemple. C'est vrai pour la Croatie, aussi les villages complètement. C'est ça. Il ne reste que les grandes villes qui résistent mieux, mais les provinces, c'est grave. Et c'est surtout l'Allemagne qui a besoin de main-d'œuvre et qui facilite tous les jours l'accès, que ce soit les membres de l'Union ou pays en dehors de l'Union. Pour ces travailleurs, ce qui est malheureux pour les pays exportateurs de main-d'œuvre. On va remercier l'ambassadeur, nous allons continuer notre discussion après. Merci à vous d'être venus, d'être ici et à une prochaine fois. Merci. Oui. Merci. Merci.